Retrouvez Dr M avec Masservie. Masservie, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'émission Dr M. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler de la dépression, une pathologie mentale en nette augmentation dans notre société. La dépression est-elle irréversible ? Comment nos mauvaises habitudes de vie impactent sur notre état mental ? Ou encore, peut-on guérir de la dépression sans prise en charge médicamenteuse ? C'est ce que nous allons tenter de découvrir avec notre invité, Dr Nodjari Mohamed, chef de service de l'hôpital d'Elit Hussein. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'avoir accepté encore une fois notre invitation, c'est toujours un plaisir. Un plaisir partagé. Allah yisselmek. Voilà, on va parler de dépression. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement c'est quoi la dépression ? Alors, si on devait définir la dépression, pour simplifier les choses, il faut partir de quelque chose que les gens connaissent. La dépression, c'est d'abord une émotion exagérée. Et cette émotion, c'est la tristesse. D'accord. C'est-à-dire quand on est triste, vous allez me dire, à chaque fois qu'on est triste, on est déprimé. Non. C'est ça. On est d'abord triste, mais on est triste de manière intense et pendant un temps qui va au-delà de 15 jours, voire un mois pour certains. Et donc, ces deux critères de temps et d'intensité font que c'est une tristesse qui va devenir une tristesse morbide, c'est une maladie, et qui va avoir un impact obligatoirement négatif sur le fonctionnement quotidien de l'individu. Et donc, on est dans une situation de maladie. C'est comme quelqu'un qui se fracture le tibia et il ne peut plus marcher, donc il est dans une situation de maladie. Voilà, si vous voulez, grosso modo, c'est quoi la dépression ? C'est une tristesse prolongée, exagérée, voilà, qui dure dans le temps et qui est intense au point où elle devient douloureuse, insupportable pour l'individu et qui est à l'origine d'un inconfort qui peut pousser, cet inconfort peut pousser le patient à aller voir un médecin. Et est-ce que la dépression, est-ce que les personnes qui n'arrivent pas à travailler, qui n'arrivent pas à sortir, qui n'arrivent pas à avoir une vie sociale, est-ce qu'on peut les considérer comme dépressifs ? C'est possible. D'accord. Il y a plusieurs origines aux différents comportements que vous venez de décrire, mais il peut y avoir aussi des gens comme ça qui ne sortent pas, qui ne peuvent pas aller travailler parce qu'ils sont déprimés. D'accord. Parce qu'à côté de la tristesse, il y a aussi une perte de tout ce qui peut nous faire plaisir. Tout à fait. Quand on est déprimé, on n'a plus cette capacité de ressentir les plaisirs de la vie au sens le plus large du terme. Et on n'investit pas le futur. Et donc, on ne voit pas l'intérêt d'aller travailler. C'est ça. Et aussi, il y a aussi un autre symptôme qui est extrêmement fréquent quand on est déprimé, c'est celui de la fatigue ou de l'asthénie. Il faut savoir qu'au centre quand vous interrogez les gens qui font des dépressions, dans 100% des cas, vous retrouvez de la fatigue. Et souvent, cette fatigue, elle est un motif de consultation. Donc, on peut aller voir son généraliste, le médecin de quartier, la polyclinique la plus proche pour dire je suis très fatigué. Oui. Alors, il fait des analyses, il n'y a rien. Les analyses sont bonnes. Voilà. Alors, il y a cette ordonnance classique de vitaminothérapie. Tout à fait, vitamine D maintenant avec le fléau du manque. Mais si vous voulez, ça ne règle pas le problème. Parce que le problème de la fatigue dans la dépression est un problème central. Et non pas dû juste à des carences en vitamines ou beaucoup de travail ou des exercices physiques importants et tout. Et il y a eu des études qui ont été faites dans ce sens-là chez des généralistes, donc généralistes qui reçoivent du tout venant. Et ils se sont aperçus d'abord qu'un malade sur 10 venait pour une raison dépressive, qui n'était pas évidente. D'accord. Et que dans ces dépressions-là, l'un des symptômes les plus fréquents, c'est celui de la fatigue. L'asthénie, c'est ça. L'asthénie, voilà, quelqu'un qui... Tout le temps, voilà. Voilà, mais on est fatigué parce qu'on n'a plus envie. Voilà, c'est ça, c'est exactement. C'est une perte de motivation totale. Voilà, exactement, c'est le terme. C'est une perte de motivation parce qu'il n'y a pas d'investissement. Pourquoi aller travailler voilà, c'est tout plus à envie, fait, voilà. tout à fait.
Et quelles sont les causes majeures de la dépression qui reviennent en tout cas souvent? Alors, il y en a plusieurs. Si vous voulez, si vous prenez toute la nosographie psychiatrique, enfin toutes les maladies psychiatriques qui existent, à chaque fois, vous pouvez trouver à travers ces maladies de la dépression. C'est-à-dire, quelle que soit la maladie qu'on présente, on peut aussi à côté présenter avant, pendant, après un moment dépressif. Donc, c'est déjà une origine. C'est-à-dire, quand on a une maladie psychiatrique, on peut aussi se déprimer à cause de cette maladie. D'accord. Il y a toutes les autres causes des maladies organiques, au sens quand on a une maladie neurologique grave, une sclérose en plaques, un néo, une pathologie cardiaque. Toutes ces pathologies peuvent être secondairement dépressives. Parce que le vécu fait que le patient va tout de suite se dire, tiens, j'ai une maladie grave, je risque de mourir, j'ai une famille à charge, comment je dois faire. Voilà. Oui, ça fragilise. Ça fragilise et elle pousse le patient vers la dépression. Il y a ce que nous vivons, c'est-à-dire des événements de vie. Des événements de vie, un accident grave, une maladie grave d'un proche, la perte d'un proche. Ça enfin, les événements de vie négatifs, si on peut les appeler comme ça, peuvent aussi être pourvoyeurs de dépression. Un burn-out, c'est-à-dire un excès de travail acharné. Avec une absence de gratification, absence de reconnaissance, qui fait qu'à la limite, on se déprime. Et puis, il y a ce qui se passe en termes de cause dans le cerveau du patient déprimé. Ces facteurs-là environnementaux vont venir impacter une fragilité. Et cette fragilité-là, au niveau du cerveau, serait une fragilité parfois héréditaire. C'est-à-dire que vous pouvez retrouver des familles de patients qui se dépriment, mais c'est une forme de dépression assez particulière. Voilà, c'est ça. Assez particulière, qui une maladie en soi, c'est-à-dire les fameuses dépressions récurrentes, les fameuses, ce qu'on appelait avant la psychose maniaco-dépressive. C'est une maladie un peu particulière où il n'y a que de la dépression, si vous voulez. Moi, je vous parle un peu de la dépression au sens général, qui est plus fréquente, cela va de soi, et qui peut se voir un peu partout. Et donc, dans ce cerveau-là, il y a déjà un aspect héréditaire, c'est-à-dire un terrain favorisant, parce que ma famille est une famille où il y a déjà des gens qui ont tendance à se déprimer. Il y a aussi des aspects au sens biochimique où certains neuromédiateurs qui ont un rôle bien précis dans notre cerveau, notamment celui de nous rendre un peu motivés, joyeux, voulant ayant des projets. Et ben, se trouve que ces substances-là se trouvent à des taux assez bas. Par exemple, la sérotonine. Entre autres, la sérotonine, par exemple, la noradrénaline, un peu la dopamine. Voilà, tout à fait. Vous savez, entre ces neuromédiateurs, il y a une collaboration. Leurs rôles sont enchevêtrés, qui fait que l'une impacte sur l'autre. Mais si vous voulez, la chef de file, quand on parle de dépression, jusqu'à ce jour, on parle de sérotonine. Voilà. On va dire, c'est la plus connue. La plus connue en termes de neurobiologie de la dépression. Voilà, tout à fait. C'est la sérotonine. Qui est la star. Si vous voulez, voilà. Qui est en première ligne. Et par rapport aux événements du quotidien, par exemple, je me posais la question par rapport au hirak. Oui. Est-ce que vous avez reçu par exemple des patients qui viennent verbaliser avec vous, qui viennent partager avec vous leurs angoisses? Et est-ce que le hirak, par exemple, les événements majeurs, impactent sur l'état psychique des personnes, des patients? Oui, pour la deuxième question. D'accord, ok. Le hirak impacte forcément sur la psychologie des individus. J'ai envie de dire que c'est peut-être quoi, il sert essentiellement à ça. Oui, c'est ça le but. Voilà, le but, c'est ça le but. Pour que les gens se mettent à réfléchir et disent, exactement. Il y a peut-être des choses à faire ou il y a des choses à ne pas faire. Ça dépend des situations. Sinon, on reçoit, pour l'instant, on n'a pas encore reçu des gens qui viennent se déprimer, qui viennent déprimer à cause du hirak. On reçoit des gens anxieux. Voilà, c'est ça, parce que ça crée une instabilité. Mais l'anxiété n'est pas la dépression. Ce sont deux choses différentes qui sont souvent associées, mais ce sont deux symptômes différents. Très très bien. Ils sont assez
diamétralement opposés, mais qui parfois Qui se font rejoignent. bon ménage chez un patient. Mais l'anxiété peut ramener la dépression. Voilà. Et dans la dépression, il y a parfois de l'anxiété. L'anxiété, voilà tout un à peu fait. de ce rapprochement. Les gens anxieux parce qu'ils se posent des questions, qu'ils sont pas très rassurés sur le lendemain, comment ça va finir. Comme vous m'avez dit voilà. hors antenne, on nous a tellement matraqué, ça va se passer comme la série, ça va se Voilà, passer et comme puis il y la a des série. messages, voilà, il y a des messages Subliminaux, qui sont, par contre, des messages qui peuvent alimenter des dépressions. Voilà, cette situation, si elle dure, elle va peut-être poser de problèmes sécuritaires au pays. Voilà. Et les gens sont sensibles. Vous savez, les médias, vous êtes bien placés de savoir que les médias Bah oui, ont un c'est- rôle important Tout à fait. dans ce sens-là. Mais peut-être, hein, je ne sais pas, peut-être que après, quand les choses peut-être rentreront un peu dans l'ordre, les choses vont se décanter. À ce moment-là, peut-être qu'on verra des malades déprimés et on fera un lien entre leur dépression et les événements liés au Mais Hirak. vous avez pas noté une nette augmentation de personnes qui consultent et qui parlent automatiquement du Hirak, c'est-à-dire que... Ah si, non, dans la consultation, le Hirak revient. Ah d'accord. Et les gens en parlent. D'ailleurs, je pense que toute spécialité confondue, on en parle parce que c'est notre Même le quotidien. dentiste, voilà, tout le monde, même on en le parle, on est marchand. tous concernés. Ce qui fait une société d'ailleurs. Oui, Voilà, oui, tout à fait. Il faut bien que quelque chose nous rassemble à un instant T. Ben, pour l'instant, c'est comme quelques mois, c'était l'équipe nationale qui nous rassemblait. fait, tout à voilà, fait. c'est ça une nation et c'est ça aussi une société. Mais ils en parlent pas forcément tous dans le sens de la pathologie pour laquelle ils sont venus. Très Voilà. bien. Mais certains enfants, j'en ai reçu des gens qui disent cette situation me dérange un peu, me chagrine. Oui, bah oui, ça perturbe. Alors bon, on travaille sur ça, on réassure. Ça se travaille aussi parce que généralement les malades qui consultent en psychiatrie et qui viennent avec ce genre de questions, en fait, entre les lignes, c'est montrez-moi ce que je dois faire. Tout à fait, Voilà, oui. il y a un peu de demande de réassurance derrière. Et les gens déprimés, ce qu'il faut dire chez les gens déprimés, c'est que en fonction de la gravité de la dépression, certains consultent et d'autres non. Non, oui. Voilà, ça dépend. On ne va pas recevoir tous les gens déprimés en consultation. Oui. Certains, dont la dépression est grave, Ils préfèrent ne pas où consulter. il y a absence de désir de se soigner, absence de désir d'être mieux, cela refuse le soin. Et c'est ça, mais parce que la société, je pense qu'elle stigmatise tellement les personnes qui ont des troubles psychiques. Pas que. Non. Pas que. La société, la société stigmatise, mais pour la dépression, nous avons constaté qu'il y a un léger mieux. C'est-à-dire que la société algérienne a commencé à faire la part des choses entre quelqu'un qui est déprimé et quelqu'un qui a une autre maladie mentale grave, style schizophrénie. par exemple. Oui. C'est-à-dire on arrive un peu à faire voir la différence dans le discours des gens. C'est-à-dire dans la consultation, les gens peuvent dire il est déprimé. Par exemple, voilà, Oui, dans voilà, le le langage langage courant. courant. Et quand il dit dépresse, pour beaucoup, ils ciblent cette fameuse tristesse qui dure longtemps. Ils ne ciblent pas la maladie mentale de manière générale. Donc ils arrivent à faire la part des choses. Et ça, c'est très bien d'un point de vue Tout à fait. stigmatisation. C'est-à-dire on comprend qu'on peut aussi être malade de cette manière-là. Tout à fait. Une tristesse qui dure longtemps et qui me dérange dans la vie de tous les jours et qui peut être à l'origine de pas mal de situations. Par contre, il y a une autre population de malades qui sont déprimés, mais qui viennent avec des plaintes qui n'ont rien à voir avec la dépression. Ils viennent avec des plaintes qui concernent leur corps. Avec des douleurs, par exemple, une douleur abdominale, il rentre chez vous parce qu'il a vu 3 ou 4 gastro. Ils sont somatisés, en fait. Si vous voulez, voilà, si vous voulez, ils ont vu 3 ou 4 gastro. Il a vu un neurologue à qui on a demandé à faire un scanner. Et après, quand il fait le tour un peu des confrères gastro, neuro, rhumato, le dernier de ces médecins dit vous avez fait le tour, je pense que votre problème est plutôt ailleurs et qu'il nous l'oriente. C'est des hypochondriaques, hein, c'est ça? Non, c'est pas dans ce groupe-là, voilà. il y a aussi les hypochondriaques. Oui, dans ce groupe-là, il y a aussi des hypochondriaques qui sont dans des plaintes excessives un peu de leur état de santé, et on retrouve derrière cette plainte une tristesse. Voilà, une c'est forme ça. de dépression. Oui. Voilà. En fait, c'est exactement ça, peut être non déclaré. Oui, vous savez,
quand on arrive, le verbe nous sert à exprimer ce que nous avons sur le cœur et dans la tête. Tout à fait. D'accord. Parfois, on n'a pas été habitué à parler. Il y a certaines sociétés qui ne parlent pas beaucoup. Qui parlent beaucoup, mais ne parlent pas sur eux et qui ne sont pas dans la révélation un peu de... Et à ce moment-là, donc, cette médiation du verbe étant tronquée, étant absente, eh ben, le corps prend le relais. Et le meilleur ambassadeur qu'on va voir, c'est plus notre verbe, c'est notre corps. Tout à fait. Une personne âgée qui habite dans un petit village, qui n'a pas été habituée à parler, si elle est déprimée, si elle dit j'ai très mal à la tête, elle peut avoir toute la famille autour d'elle pour s'occuper d'elle, la prendre chez tous les médecins pour trouver une solution. Mais si elle dit j'ai le blues ou je suis triste, je pense que beaucoup de personnes autour d'elle ne comprendront pas. Tout à fait. Qu'est-ce qui lui prend cette mémé. Mieux vaut codifier. Voilà. C'est une forme de codification qui, quand ça tombe entre des mains expertes. Ils arrivent à interpréter. Et là, je remercie beaucoup mes confrères d'autres spécialités qui parfois détectent que ça ne dépend pas d'eux et qu'ils orientent vers des psychiatres pour une meilleure prise en charge de ces cas-là. Très bien. Et par rapport à la dépression saisonnière, alors, est-ce qu'elle est reconnue finalement par le corps médical? Oui, bien sûr. Elle est reconnue, c'est-à-dire dans le sens où on a détecté un facteur saisonnier dans la dépression. C'est-à-dire certains rechuteraient à des saisons particulières. Voilà, mais ça ne change rien dans la conduite. Oui, ça ne change rien dans fait. la conduite à tenir, sauf peut-être que le patient lui-même va se dire il faut que je fasse attention. Voilà, mais bon, ça existe. Et c'est dû au manque de soleil? Certains font le lien avec, parce que c'est lié souvent l'hiver, donc avec cette luminosité. Quoique, ça va. Hein. Oui. On est gâtés par rapport à ça. On est bien servi par Dieu en termes de soleil. Cela dit, on peut retrouver des facteurs saisonniers dans certaines dépressions, même ici en Algérie. Hein. Malgré qu'il fasse beau, même en hiver. Parce que voilà, c'est le changement qui perturbe finalement. C'est ça, j'allais dire, l'originalité ou la difficulté dans les maladies mentales. C'est que ce n'est jamais un seul agent qui est la cause de la maladie. Donc, la plupart des maladies mentales sont multifactorielles. Donc, si vous restez dans votre coin, vous dites, voilà, ce malade, ne vous inquiétez pas, mettez-le au soleil et il ne se déprimera jamais. Oui, c'est un petit peu léger quand même. C'est un peu léger, et parce qu'il y a d'autres facteurs qui vont intervenir. L'être humain est un être supérieur et qui réfléchit. Sa propre réflexion peut être son propre problème. Tout à fait. Voilà. Oui, même si vous le mettez au soleil, vous n'allez pas l'empêcher de réfléchir. C'est ça, on est une machine à... S'il a une vie qui n'est pas très belle, oui. Même si vous le mettez sous le soleil, c'est pas pour autant qu'elle va devenir rose. Tout à fait. Et ça alimente et ça peut faire qu'on peut se déprimer. Très bien. Pour résumer, il faut dans la tête quelque chose de l'ordre de la vulnérabilité. Il faut des facteurs extérieurs, comme toutes les autres maladies d'ailleurs. D'ailleurs, parmi les facteurs extérieurs, je ne sais pas si on en a parlé par rapport aux causes. On parle aussi des dépressions, des traumatismes liés à l'enfance. Oui. Les traumatismes de manière générale, traumatismes psychiques de manière générale, par exemple, que peut vivre un individu au cours de sa vie et qui l'ont mis dans une situation où parce que pour bien définir ce qu'est un traumatisme, c'est un moment vécu par l'individu pendant lequel il était presque convaincu que, pas simplement que sa vie est en danger, mais que la mort est là, tout à fait, imminente. C'est l'état de sidération. Ça, c'est comment il va le manifester à l'instant T, au moment. Mais c'est-à-dire comment il l'interprète. Mais lui, pour lui, ça y est. Classe, oui. Parce que, si vous voulez, personne ne connaît sa propre mort. Bien sûr. Et quand on va la faire sa connaissance, on ne peut pas revenir pour en parler. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc, ce sont des personnes qui, entre parenthèses, arriveraient un peu parler de leur propre mort, parce que pour eux, ils l'ont rencontré. Oui. Tellement ça a été effroyable. Et on parle d'effroi.
d'accord? Tout à fait. On parle d'effroi. Et ça peut être des traumatismes dans l'enfance, tout ce qui est de l'ordre des traumatismes sexuels, par exemple, dans l'enfance. Ça peut être même à l'âge adulte aussi. Oui, bien sûr. L'une des particularités de cette situation, c'est que ça peut se révéler en différé. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose que vous vivez aujourd'hui que vous allez manifester forcément demain. Oui. Il peut y avoir ce qu'on appelle une période de latence qui fait que. des liens. Mais pendant cette période de latence, Oui. eh ben, vous pouvez vous déprimer. Oui, tout à fait, tout à fait. Et on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Alors que vous avez par la suite peut-être un parcours de vie. Et bon, Oui, bien vous sûr, avez terminé oui, vos oui. études, vous avez fondé une famille, mais ça va mal. Oui, oui, oui. Il y a Voilà. un point noir qui... Voilà. Et au cours de la prise en charge, quand on commence à traiter et qu'on s'aperçoit, on part pour traiter une dépression, on a l'impression qu'elle est toute simple, et puis sur la route, on rencontre des obstacles, on dit Tout il y a à quelque fait. chose qui marche pas. On essaie de chercher et on peut trouver ce qu'on appelle des comorbidités, on peut une autre maladie à côté. Pour résumer un peu la notion de comorbidité, cette comorbidité, c'est peut-être un traumatisme qu'il faut aller travailler. Maintenant, il y a des techniques très très efficaces pour pour libérer. pour travailler ces Ah, sujets-là voilà. et avec de très bons résultats. Cela fait que la dépression, qui est secondaire à ce problème-là, est un peu un moyen pour être un peu plus curieux et aller chercher ce qui se passe à côté. C'est ça. Voilà, donc C'est comme un SOS que le corps envoie finalement. La dépression, c'est un SOS que le corps envoie. Oui, Il y a un déséquilibre, il y a quelque chose qui va mal. Beaucoup de gens pensent que la dépression serait entre guillemets, elle aurait un rôle écologique au sens où Tout à fait, elle oui, dirait à la oui. personne, maintenant Et là, basta. pour purifier notre, Voilà. notre Basta, inconscient. tu t'arrêtes, c'est peut-être le moment de faire une pause et de savoir qu'est-ce qui se passe. Quand je reçois des gens déprimés, surtout les gens déprimés qui ont une courbe de vie où ils travaillent beaucoup, je dis, écoutez, c'est peut-être le moment de faire une pause. Voilà. Et jamais, la phrase qui revient souvent, jamais j'aurais cru que ça m'arriverait. Tout à fait. Oui, bien sûr, mais voilà. Maintenant, vous savez. Alors, aujourd'hui, vous savez que ça peut vous arriver. Tout à fait. Voilà. Maintenant, je pense que vous allez être mieux armés pour que ça vous arrivera plus. Et ces gens-là, moi, je prends toujours la métaphore de la voiture. Je dis, écoutez, une voiture, vous roulez, le moteur chauffe, qu'est-ce que vous faites? On arrête. Vous garez, vous arrêtez, vous appelez le garagiste, et puis voilà. C'est ça. Voilà. C'est ça que certains appellent un peu le rôle écologique de la dépression, au sens où elle serait, entre guillemets, bénéfique pour... cela ne veut pas dire qu'il faut laisser tous les gens... Bien sûr, oui, non, au contraire, c'est-à-dire, elle est là pour révéler quelque chose, finalement. Pour révéler quelque Tout chose à fait. d'assez grave. C'est-à-dire, si on serait parti plus loin, il y aurait eu peut-être d'autres soucis. Tout à fait, Parce c'est que- exactement ça. Autre chose, c'est que maintenant, on sait que la dépression, au-delà de tout ce qu'elle peut provoquer comme trouble psychologique, elle peut être un facteur favorisant d'autres maladies, notamment des diabètes, C'est exactement ça. des infarctus du myocarde, des maladies de Crohn. Et donc, C'est-à-dire, dès qu'on n'écoute pas le message envoyé par le corps, c'est-à-dire à travers la dépression, tu m'as pas écouté. Et donc Voilà. c'est-à-dire le reste, ça va, voilà, Exact. ça va pas s'arrêter finalement, jusqu'à ce que la personne se prenne en charge. Et l'inverse, c'est que ces maladies que je viens de citer, comme ça, diabète, souvent s'accompagnent après de dépression. Voilà, c'est exactement ça. C'est aussi c'est assez Et paradoxal. on s'est posé la question, mais qu'est-ce qui peut lier la dépression à un tas d'autres maladies? Et on a trouvé qu'ils avaient parfois un carrefour commun, qui était l'inflammation. D'accord. C'est-à-dire, au fait, le cerveau, c'est aussi un organe. Quand il va mal, il s'enflamme. Comme un estomac, quand il va mal, il s'enflamme. Comme un tibia. Voilà. Donc, il peut aussi réagir de la sorte. Et cette inflammation, qui est un phénomène un peu plus général, on peut le partager aussi avec des maladies aussi connues, étiquetées, comme l'infarctus du myocarde, surtout les maladies, la maladie de Crohn, c'est ça. voilà, C'est le ça. diabète. Oui, aussi. La relation de dépression et diabète, maintenant, c'est une relation Oui, assez non, maintenant, ça y confirmée. est, oui.
tous les médecins diabétologues le savent. Tout à fait. Très bien. D'ailleurs, en parlant justement des problèmes d'estomac, Oui. J'aimerais bien aussi... Je vous vois venir. Voilà. J'aimerais bien rebondir aussi sur une récente étude. D'ailleurs, je vais vous lire un petit extrait d'étude. Alors, d'après une récente étude, 90% de la sérotonine, neurotransmetteur à l'origine de notre humeur, voilà, d'après la récente étude, 90% de la sérotonine du corps est produite par le tube du digestif. Des chercheurs démontrent que le microbiote joue un rôle essentiel dans la régulation de la sérotonine. Exact. Voilà. Donc, Alors, c'est pas l'estomac, on est un peu plus bas. Oui, on est au niveau du côlon. tout à fait. Mais on n'est pas très loin. Maintenant, voilà, c'est-à-dire ma question, c'est par rapport ce que j'ai un petit peu intitulé au début d'émission, c'est par rapport à nos habitudes de vie. Nos habitudes de vie, est-ce qu'elles impactent... Bon, bien sûr, c'est-à-dire vous nous avez parlé sur nos traumatismes, sur la situation, sur les problèmes qu'on peut affronter dans la société. Les facteurs environnementaux. Les facteurs, exactement. Maintenant, il y a d'autres paramètres auxquels on ne fait pas attention, comme notre alimentation. Et c'est de là, quand j'ai lu un petit peu cette information, ça m'a un peu sidérée parce que je me dis, finalement, on peut passer à côté. Voilà ma question, est-ce qu'on peut... En changeant son alimentation, est-ce qu'on peut éviter une dépression? Ou bien c'est trop facile de faire ce rapprochement-là? Est-ce que c'est un raccourci? Voilà, est-ce que ce ne serait pas un raccourci? Ça peut l'être, mais ce n'est pas tout à fait faux. C'est-à-dire ce que vous dites est quelque part vrai. Bon, pour mieux comprendre. D'abord, c'est quoi cette histoire de microbiote? Effectivement, on a remarqué que notre intestin était le siège de neuromédiateurs qui, classiquement, c'était des neuromédiateurs qui circulaient dans le cerveau, et on les a retrouvés au niveau du oui, corps. Ça c'est... Et avec, comme vous le dites, avec des proportions plus importantes que dans le cerveau. Et on s'est dit donc qu'il y a un lien. Forcément, il y a un lien. Donc notre intestin jouerait aussi un rôle dans la régulation cérébrale, dans le fonctionnement de notre cerveau. Par le biais de qui? Par le biais de cette flore microbienne qui s'appelle microbiote et qui vit de manière naturelle au niveau de notre intestin et qui a un rôle extrêmement positif. D'accord. La dysrégulation de cette flore, c'est-à-dire c'est un nombre important de microbes, mais pas n'importe quel microbe. C'est-à-dire un bon microbiote, c'est une quantité, mais aussi une qualité. Certaines bactéries, parce que leur rôle est important, notamment en lien avec ces neuromédiateurs. Eh bien, nos habitudes alimentaires, hygiéniques, peuvent être des facteurs qui vont dysréguler cette flore. Et la dysrégulation de cette flore, vous devinez que c'est un truc en chaîne, va être à l'origine de dysrégulation aussi de ces neuromédiateurs avec un impact sur certaines fonctions et notamment être pourvoyeur de troubles comme les troubles dépressifs. Le lien est lié. Aussi, ça passe aussi par le même carrefour inflammatoire et tout. C'est des choses extrêmement intriquées, extrêmement intriquées, qui sont très passionnantes. Beaucoup d'études se font à ce niveau-là et je ne sais pas si je peux donner l'information. Nous avons une société savante qui s'appelle la Société algérienne d'épidémiologie psychiatrique et nous sommes en train de réfléchir à une thématique prochaine de notre congrès et probablement que ce que je viens de dire va prendre une place importante dans cela et nous voulons associer aussi les médecins d'autres spécialités pour parler ensemble. Donc voilà un peu comment, si vous voulez, on pourrait éventuellement... Alors, nous avons changé nos habitudes alimentaires, nous mangeons de manière pas très saine. Tout à fait. Voilà, à des horaires complètement décousus. Et tout cela a un impact sur notre flore bactérienne et vous devinez la suite. Voilà. L'hygiène. Oui, aussi bizarre que cela puisse paraître, un bon microbiote, c'est un microbiote qui va... au fait, qui dit microbe dit saleté. Oui.
Et nous avons besoin d'un certain niveau de saleté, entre guillemets, pour favoriser cette plante, si vous voulez. Ne pas être dans une hygiène excessive, obsessionnelle, qui fait que tout doit être clean, propre. Voilà. On a besoin pour que le corps réagisse et puisse un peu trouver un équilibre entre ce qui est nécessaire et ce qui pourrait être pathologique. Voilà comment on pourrait, si vous voulez, à travers l'alimentation. Pour rester dans l'alimentation, souvent on dit aux gens, pour ne pas se déprimer, manger du chocolat. Oui, c'est vrai. Parce qu'il contient du tryptophane, et le tryptophane est un acide aminé qui rentre dans la synthèse de la sérotonine. Voilà, tout à fait. Voilà, et surtout le chocolat noir. Tout à fait, 70%. Plus de 70% pour que ça soit, il faut manger le chocolat sucré, parce que le sucre va enlever toutes les belles choses du chocolat à côté. Tout à fait, tout à fait. C'est ça, c'est-à-dire que finalement, nos habitudes alimentaires, si on fait un peu plus attention... Il n'y a pas que cela, mais ce que vous avez dit est tout à fait juste. C'est très important que nous puissions revenir à des habitudes alimentaires saines, variées. Et vous savez mieux que moi que la Méditerranée, c'est l'un des meilleurs régimes. Tout à fait. L'OMS l'appelle le régime crétois par rapport à la Crète en Grèce, mais bon, c'est un peu le même régime dans tout le pourtour méditerranéen, de l'huile d'olive, légumes, de blé, peu de viande. Oui, Ils ne sont pas des grands consommateurs de viande. Et puis un potager aussi et tout, ce qui fait que nous avons l'un des régimes les plus équilibrés. Maintenant, je me pose la question, quand vous parlez de légumes, je pose la question par rapport aux pesticides. Est-ce qu'il y a des études qui prouvent que la consommation de légumes contaminés de pesticides aurait un impact sur notre microbiote et par... forcément. C'est ça. Oui, forcément. C'est ça le... Ah oui, j'ai pas lu, mais je peux m'engager et prendre le risque de vous dire oui, forcément. Voilà, parce que... C'est comme ça qu'on s'intoxique finalement. Quelque part. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi une intoxication qui peut aller dans le mauvais sens, notamment tout ce qui concerne les maladies néoplasiques et tout. Mais bon, oui, parce que... Comme les antibiotiques aussi. Tout à fait. L'usage excessif, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais l'usage excessif des antibiotiques va forcément détruire la flore intestinale qui est là, tranquille et qui veut que du bien au corps. Voilà. Donc oui, je pense qu'il y a un lien. Il doit y avoir un lien, et que, si on s'amuserait à faire une étude dans ce sens-là, on trouverait un peu... je pense, parce que bon, c'est malheureux. C'est pour ça que quand on parle de revenir à l'alimentation saine, c'est bien que vous insistez sur ça. Une alimentation saine, même en amont, c'est-à-dire que le produit doit aussi être traité de qualité, manière, voilà, parce que parfois ces produits-là sont utilisés sans véritable... Oh non, c'est une catastrophe. Voilà. Au-delà du fait que ça souille même les phréatiques, enfin, tout un... Oui, tout à fait. C'est un grand mal. Bon, on s'éloigne un peu de notre sujet, mais bon... Oui, non, allez-y. C'est toujours intéressant. Bien sûr, justement, c'est ça. C'est pour ça que j'ai un petit peu parlé de ça, parce que je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment dans les médias. Exactement. La relation entre la sérotonine et l'alimentation, et le microbiote. Oui. Et c'est pour ça que c'est comme si que je voudrais avoir un autre angle de vue de la dépression. Bien sûr, mis à part ce que vous nous avez donné, les facteurs. Maintenant, c'est-à-dire même par rapport au quotidien, si on pouvait changer quelques habitudes dans notre quotidien, ça nous éviterait quelques tracas. Là, on rentre en plein pied un peu dans la prise en charge et notamment dans la prévention. Ce qui est sûr, c'est qu'une hygiène de vie, au sens le plus large du terme, protège la personne contre la dépression s'il n'y a pas une vulnérabilité excessive chez lui. Bien manger, bien dormir, on se dit bien au sens qualitatif, surtout faire de l'activité physique. L'activité physique et éviter un peu tout ce qui est excès en termes de cigarettes, alcool, voilà. Excitant. Voilà. On a oublié de parler des toxiques de manière générale. Ils peuvent être pourvoyeurs de dépression. Très souvent. Je pense, quand on reçoit des gens addicts aux produits, ils viennent souvent dans des situations de dépression. Parce qu'à un certain moment, quand ils franchissent le seuil du bureau d'un thérapeute, c'est qu'ils en ont marre et il y a peut-être chez eux un désir de s'en sortir. Parce qu'il y a eu une dépression, parce qu'il y a une mal-vie, c'est plus possible de continuer comme ça. Donc, ces éléments-là, si on les prend en charge de manière préventive, on peut être un peu à l'abri de dépression
pas à 100%. Bien sûr, en tout tout à cas, fait, on tout à pourrait fait. gérer une bonne proportion de cette dépression. Tout à fait. Mais une fois installée, elle nécessite une prise en charge. Ah oui, non, ça c'est indéniable. Hein. Oui, oui. Ça c'est indéniable. D'ailleurs, est-ce qu'on peut la soigner sans médicaments, sans antidépresseurs? Oui et non, ça dépend. Ah d'accord, tout dépend des cas. Ça dépend des cas. Mais dans la grande majorité des cas, une fois qu'elle est identifiée en tant que telle, on peut utiliser les antidépresseurs, mais peut-être pas seulement les antidépresseurs. Être dans des attitudes de psychothérapie. Exactement, oui, c'est ça. Qui en d'ailleurs, charge. par exemple, les thérapies cognitivo-comportementales ont beaucoup de succès dans les dépressions. Et ils ont l'avantage d'être des thérapies évaluables. C'est-à-dire, vous savez que vous avancez. Parce que dans la dépression, ce que vous devez savoir aussi, c'est qu'on peut chiffrer une dépression. On a des instruments de mesure. On appelle ça des échelles. Deux échelles sont très fréquentes, la Hamilton et la MADRS, qui sont des échelles où il y a des items. Vous posez des questions au malade. En fonction de ces réponses, vous avez un score. Et en fonction de ce score, vous statuez sur l'intensité de cette dépression. Vous pouvez dire, mon malade est atteint d'une dépression sévère. Et donc, quand vous démarrez votre prise en charge, quelle que soit l'intensité de cette prise en charge, chimique ou psychothérapique, vous évaluez 15 ou 20 jours après, vous avez une idée si vous avez fait du bon boulot, ou vous avez reculé, ou vous avez fait sur place. Et donc, ces mesures-là, qui ne remplacent pas le discours plus général du malade, mais ce sont de bons instruments qui nous permettent un peu de savoir ce qu'on est en train de faire. Et les psychothérapies, quand vous les soumettez à ce genre d'évaluation, eh ben, on arrive à savoir que ce monsieur-là, déprimé, il suit une thérapie cognitivo-comportementale. Après la 10e séance, je dis n'importe quoi, l'évaluation a montré que les chiffres ont diminué, donc sa dépression va beaucoup mieux. D'accord, c'est ça. Parfois sans médicaments. Parfois sans médicaments. Uniquement avec la TCC. Oui, parfois sans médicaments. C'est génial. On est très à l'aise avec les TCC parce que grâce aussi à cette... Les TCC, c'est des thérapies qui sont comme une boîte à outils. Donc, ça dépend. Quand un plombier arrive chez vous et quand il ouvre la boîte à outils. Voilà. C'est en fonction de ce qu'il a en face de lui, comme panne, il va choisir telle clé ou tel machin pour commencer à faire son. Et donc, ça donne de très bons. Tout ce qui est relaxation. Oui. Tout ce qui est méditation. Sont des éléments extrêmement importants dans le traitement. Je parlais d'anxiété qui accompagne souvent la dépression. Ben, la relaxation donne de très bons résultats. Aussi, oui. Voilà. C'est ça. Il y a des techniques de relaxation très simples à pratiquer, qui sont très faciles à apprendre, qui ne durent pas longtemps. C'est-à-dire quand vous apprenez aux patients à se relaxer, ça peut durer 5-10 minutes. Donc il peut le faire dans son bureau, il peut le faire au lit, ou là, avant de se coucher, ou dans l'encombrement quand il est au bord de sa voiture. Tout à fait, oui, c'est ça. 2-3 minutes, de dire... Allez, je me déconnecte pendant un petit moment. Voilà. Et surtout, un élément qui rentre de plus en plus dans la thérapie de la dépression, c'est l'activité physique. Oui, non, maintenant, je crois que c'est devenu indissociable. Alors, pourquoi il prend de plus en plus de place? Parce qu'il y a eu des études qui ont montré que son rôle était important. Oui. Important dans le sens efficacité sur la dépression elle-même. C'est-à-dire que il améliorait ce score toujours dans l'échelle quand on le prescrivait à des malades déprimés sans autre chose. Et comparativement à notre groupe qui prend des médicaments, les résultats sont parfois similaires. Et donc, il prend de plus en plus de place dans l'arsenal thérapeutique des dépressions. Et même, c'est d'après ce que j'ai lu, je ne sais pas si c'est fiable, même ça il paraîtrait que faire une activité physique aurait le même effet qu'un antidépresseur. Voilà, c'est ce que je viens de dire. En termes de sérotonine. Exact, c'est ce que je viens de dire. Voilà, par rapport à l'échelle. Voilà. D'accord. Mais le même effet qu'un antidépresseur. C'est Les modifications que subit le cerveau pendant l'exercice physique sont des modifications positives pour le cerveau dans le sens de la guérison de la dépression. C'est-à-dire qu'il y a une libération de certaines molécules, notamment les endorphines, qui eux-mêmes vont être à l'origine de l'augmentation de tel ou tel neuromédiateur dont on en a besoin pour s'en sortir. Voilà, si vous voulez. Par contre, une petite parenthèse pour une forme de dépression particulière, qui est la dépression
l'état dépressif majeur, la grosse dépression qui occupe tout le champ clinique. Ça, c'est souvent une clientèle du psychiatre strict, parce que les autres dépressions peuvent voir d'autres médecins. Hein. Oui, Les généralistes. Oui. Dans un premier temps, peut voir son cardiologue, parce que c'est le cardiologue qui va détecter. Bon, il peut dire, tiens, je vais ajouter juste un antidépresseur, des choses vont... parce que beaucoup de médecins maintenant maîtrisent la dépression, ils peuvent déjà commencer à la soigner. Par contre, c'est là la grosse dépression, qui est une dépression très intense, une dépression qui dure longtemps, une dépression qui peut s'accompagner d'un désir de se faire mal, carrément de passer à l'acte, de se suicider, une dépression où il y a un arrêt complètement de l'investissement de ce qui peut venir après, du futur, avec des idées noires dans la tête, une perte totale de l'estime de soi. C'est vrai, quand on est déprimé, on commence à ne pas s'aimer autant qu'avant. Mais disons à des degrés qui restent quand même... pas très bas, mais dans cette grosse dépression, on a une idée piètre de soi-même, on n'a plus envie de rester en vie, on en souffre. Ça y est. Cette dépression-là, c'est une maladie, et bien celle-là, elle nécessite des traitements qui ne sont pas souvent des antidépresseurs, qui sont des régulateurs de l'humeur. D'accord, très bien. Mais ce ne sont pas des antidépresseurs. Très bien. Et on a même remarqué que les antidépresseurs pouvaient être néfastes, délétères, si on les utilisait. Ça peut arriver. Ça peut arriver parce qu'on est pris, on se dit une dépression, on l'utilise, mais il faut toujours faire attention pour éviter justement de les utiliser et des régulateurs de l'humeur. Il y a beaucoup de médicaments qui sont régulateurs de l'humeur et qui arrivent à réguler cette humeur. Parce que dans cette dépression, le problème, c'est que ça peut aller quand vous commencez à la traiter, si vous utilisez un antidépresseur, ça peut aller au-delà de ce qu'on voulait. C'est-à-dire sortir de la dépression, mais aller dans un état maniaque. C'est ce que j'allais vous dire, mais j'avais peur que ce soit pas très excité. Voilà, le mot. Mais le problème de cette excitation, c'est qu'elle n'enlève pas, dès le début, l'idée noire qu'il y avait dans la tête. C'est ça, tout à fait. Et donc, voilà donc un patient avec des moyens physiques pour passer à l'acte. Et donc, ça, avec la régulation. Par contre, le régulateur de l'humeur, il a la capacité de réguler cette humeur dépressive et de l'empêcher d'aller au-delà des proportions souhaitées. Et donc, le régulateur de l'humeur, c'est un volant que vous avez entre les mains, donc ça vous évite d'aller trop à droite ou d'aller trop à gauche quand le chemin est droit. Et les antidépresseurs, dans ces cas-là, alors que c'était des champions dans les autres dépressions, et ils sont très efficaces et nous utilisons avec beaucoup de satisfaction en termes de réponse thérapeutique. Et ben dans ce cas-là précis, dès que le psychiatre dit attention, cette dépression est une dépression franche, majeure, elle peut être bipolaire, voilà c'est ça, tout à fait. Bipolaire. Faites attention, évitez les antidépresseurs. Voilà, je voulais faire cette remarque très bien, parce que parfois les gens font l'amalgame, donc la dépression elle est fréquente, elle est un peu partout, mais cette originalité, c'est la propriété un peu des psychiatres, et celle-là, il faudrait rapidement celle-là peut nécessiter même aller jusqu'à l'électroconvulsivothérapie. Ah oui, hein? Oui, dans les cas où ça résiste, où ça ne donne pas de résultat, on peut aller à l'électroconvulsivothérapie, qui donne d'excellents résultats. Ça existe ici? Oui, on peut aller jusqu'à l'RTMS, qui est une thérapie à base d'ondes magnétiques, électromagnétiques, pas du tout invasives, pas du tout douloureuses, et qui permettent un peu aux gens déprimés de se sentir mieux. Donc, il y a toute une autre panoplie de... ces techniques thérapeutiques n'excluent pas les autres techniques, psychothérapie, bien sûr. C'est chacun son cas, chacun son cas, et puis tout ce qui peut ramener un bon résultat est à utiliser sans ménagement. L'essentiel, c'est le bien-être du malade, la bonne réponse thérapeutique, et surtout la prévention de la récidive. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. Ça a été vraiment très enrichissant. Merci beaucoup. Voilà, je savais que je pouvais compter que sur vous pour vulgariser, pour parler aussi facilement de choses aussi complexes. Où on peut vous retrouver, docteur? Alors, je suis à l'hôpital d'Étrecine, au service A. D'accord. Voilà.
Parce qu'il y a plusieurs services à l'État aussi. Moi, c'est le service A. Très bien. Donc, au cas où. Au cas où vous avez besoin de moi. D'accord, Voilà. très bien. Merci beaucoup en tout cas, Yatek Saha. Merci à vous, Issel. J'espère que cette émission aura été instructive pour vous et retrouvez-nous sur radio-m.info, sur les chaînes YouTube, SoundCloud, Google Podcast et Apple Podcast et sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et à la semaine prochaine. Retrouvez Dr M avec Masservi. Masservi, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.